Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Donc, nous sommes ensemble comme chaque semaine sur Radio Fréquence Atlantique 88.3, 105.9, 93.6. Vous pouvez suivre également RFA Radio sur le net et chaque semaine, nous faisons donc des commentaires sur l'actualité nationale et internationale et surtout, nous essayons de faire un travail de déconstruction de la pensée réactionnaire dominante. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer la lecture de l'éditorial de la dernière parution de J-Cambout, le journal en ligne des comités populaires, du CNCP, parce que cet éditorial traite d'une question d'actualité brûlante même. Hein, c'est ce qui concerne la représentativité du peuple. Et il s'intitule « Qui est légitime pour parler au nom du peuple ?» Alors, que je précise que les éditoriaux du journal J-Cambout sont rédigés collectivement par les délégués des comités populaires. Donc, c'est un travail collectif et qui a pour but de présenter les analyses, la ligne officielle des comités populaires et du CNCP, concernant toutes les questions théoriques et les questions d'actualité concernant le mouvement populaire. Donc, cette précision est en fait, je vais vous donner lecture donc, de cet article, nous le rappelons, qui est intitulé « Qui est légitime pour parler au nom du peuple ?» Pas un jour ne se passe sans que dans les médias, on entende des dirigeants politiques justifier les mesures scélérates qu'ils imposent en prétextant, sur la base de sondages truqués, que c'est ce que veulent les Français. Complaisamment appuyés par des éditorialistes aux ordres, ils fondent donc leur légitimité sur des enquêtes d'opinion. Bien sûr, quand celles-ci leur sont défavorables, elles sont mises sous le boisseau. Par exemple, 59% des Français souhaitent la démission de Macron. Cela n'empêche pas qu'il s'approche désespérément au pouvoir. De l'autre côté de l'échiquier, on sait qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des populations conteste toute légitimité à l'ensemble des élus accusés d'être tous pourris et d'être opposés aux intérêts du peuple. Voilà ce qui nous amène à poser l'interrogation. Qui donc est légitime pour parler au nom du peuple? Répondre à cette question ne relève pas d'une simple spéculation théorique. Nous entendons montrer, à travers l'article, que la société est composite, ce qui signifie qu'elle associe en un tout des éléments très divers, hétéroclites et de structures différentes. Autrement dit, que plusieurs groupes ayant des intérêts différents ou contradictoires y cohabitent et que donc des légitimités diverses s'y confrontent. Commençons par rappeler la définition du mot légitimité. Selon le dictionnaire juridique, la légitimité est la capacité d'une personne ou d'un groupe à faire admettre sa domination ou son autorité sur les membres d'une communauté ou d'une société. Elle se caractérise par la conformité à la loi, à la justice, à la raison ou aux règles établies. Contrairement à la légalité, qui est plus restreinte et se réfère uniquement à ce qui est conforme à la loi, la légitimité est basée sur des principes supérieurs considérés comme justes dans une société donnée. Cette définition contribuera à éclairer les réponses aux différentes questions que nous posons ci-dessous et qui concernent particulièrement le cas de notre peuple.
Première question, la légitimité vient-elle du fait que l'on détienne le pouvoir? Répondre positivement voudrait dire que les colonialistes français pouvaient légitimement massacrer les Kalinyago et soumettre nos ancêtres africains à la barbarie de l'esclavage. Cela signifierait aussi que serait légitime la domination exercée sur notre peuple par la caste béquée, héritière des maîtres esclavagistes, qui, rappelons-le, a pu se perpétuer grâce aux fortunes qui leur ont été attribuées par l'État français afin qu'elle accepte la perte de la main-d'œuvre servile et continue à garantir la mainmise coloniale française. Eh bien non, ni les représentants suprémacistes de l'État français, qui chez nous sont imposés à la tête de toutes les administrations pour mettre en œuvre sa politique coloniale, ni ceux qui imposent un contrôle totalitaire de l'économie de notre pays n'ont aucune légitimité pour imposer quoi que ce soit à notre peuple ou pour parler en son nom. Être au pouvoir n'est donc pas du tout un gage de légitimité. Deuxième question, la légitimité vient-elle du fait que l'on soit élu? La propagande séculaire et massive faite par les idéologues occidentaux a réussi à persuader l'opinion que le système bourgeois de démocratie représentative était l'idéal. Selon eux, dès lors qu'on est élu, on peut légitimement parler au nom de tout le peuple et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas participer aux élections perdent tout droit de contester ce dogme. Sauf que, depuis l'origine, le système s'est organisé pour imposer sa pérennité par un strict contrôle de tous les processus électoraux. Les conditions posées au dépôt de candidature, l'importance des financements nécessaires à une participation équitable, l'inégalité d'accès aux médias qui s'adonnent à la désinformation et à la manipulation au bénéfice du système sont autant d'obstacles dressés pour s'assurer que la majorité de ceux qui réussissent à être élus soient les candidats du système. Quand on aura ajouté à cela le non-respect des promesses annoncées et engagements pris par ces derniers pendant les campagnes électorales, on comprendra la défiance grandissante de la population et le pourcentage sans cesse croissant des abstentionnistes à chaque nouvelle élection. Les peuples sont de plus en plus conscients que les dés sont pipés. La pantalonnade dans laquelle on assiste aujourd'hui en France suffit à le démontrer. Le parti politique de Macron a été largement désavoué dans plusieurs élections. Cela ne lui empêche pas de se livrer à des manœuvres crapuleuses pour que les politiques vomis par la majorité des Français continuent à être appliqués. Profitons-en pour dénoncer l'ignominie des impérialistes occidentaux qui refusent les résultats électoraux dans des pays étrangers qu'ils veulent déstabiliser dès qu'ils sont dans leur défaveur ou dans leur propre pays, quand ils vont à l'encontre de leur pouvoir, avec à la clé des accusations d'ingérence et des sanctions, comme si eux-mêmes n'étaient pas spécialistes des ingérences en tout genre. Il en ressort que le fait d'être un élu politique ne confère aucune légitimité pour parler au nom de tout le peuple. Il en va de même dans les institutions telles que les chambres consulaires, chambres de commerce, l'agriculture, les métiers, censés défendre les intérêts des professionnels. La faiblesse de la participation aux élections concernant les collèges des petites entreprises commerciales, artisanales ou agricoles reflète une profonde méfiance, voire de la répulsion à l'égard de ces chambres qui, pour l'essentiel, mettent en œuvre les politiques voulues par les grands capitalistes. Cela leur dénie
le droit de parler au nom de l'ensemble des catégories concernées et encore moins au nom de l'ensemble du peuple. Alors, troisième question, la légitimité vient-elle de la capacité à rassembler beaucoup de gens dans la rue? Disons d'entrée qu'on ne peut établir aucun lien d'automaticité entre l'importance des rassemblements et la légitimité de leurs organisateurs. Ne serait-il pas incongru de reconnaître à une star de la chanson le droit de parler légitimement au nom de la foule des fans qui assistent à ses concerts, ou encore à un représentant d'une enseigne de grande distribution de parler au nom du peuple martiniquais pour avoir réuni des milliers de gens dans un chantier de Noël? Ces illustrations peuvent sembler caricaturales, mais elles nous appellent à dépasser les conclusions abusives qu'on pourrait tirer en se laissant aveugler par la magie du nombre de participants. En clair, il ne faut pas se laisser leurrer par l'importance des mobilisations, car celles-ci peuvent être de nature très diverse et couvrir de graves errements. Mais revenons à la question de la légitimité. Nous viendrait-il à l'idée de créditer un dictateur ou le gourou d'une secte quelconque qui rassemble des foules de gens aliénés et fanatiques d'une quelconque légitimité? Bien sûr que non. Plus globalement, les classes dominantes, fortes de leur empire médiatique, de la nuée des propagandistes à leur service, de leur puissance financière et des moyens logistiques à leur disposition, peuvent aisément réunir à tout moment des centaines de milliers de gens à l'occasion de toutes sortes d'événements culturels, politiques ou autres. Est-ce que pourtant, elles ont légitimité de parler au nom du peuple? Les mouvements populaires, quant à eux, ont à faire face à leur criminalisation par les médias, aux contraintes et aux interdictions imposées par le gouvernement, à une répression policière et judiciaire scélérate qui dissuade beaucoup d'y participer. Mais hélas, pour beaucoup de militants du mouvement populaire même, l'importance du nombre de participants dans les manifestations, en particulier les manifestations de rue, est devenu le critère privilégié pour jauger l'avancée des luttes et le bien fondé de la ligne politique défendue par leurs organisateurs. Un regard sur l'histoire des sociétés nous apprend que les manifestations de masse peuvent conduire autant à des avancées spectaculaires qu'à de cuisants échecs, selon qu'elles participent ou pas d'une stratégie globale intelligente. La capacité de mobiliser des masses dans des manifestations de rue ne suffit donc pas pour s'octroyer la légitimité exclusive de parler au nom du peuple. Alors vient la question, qui donc peut légitimement parler au nom du peuple? Incontestablement, ce ne peut être que ceux et celles qui sont désignés formellement, réellement contrôlés par celui-ci, sur des bases éclairées et en dissidence du système. En conséquence, nul ne peut s'autoproclamer porte-parole du peuple si ce dernier ne l'a pas dûment mandaté dans le cadre d'organisations populaires pratiquant une véritable démocratie à la base. La destruction du vieux système capitaliste et impérialiste doit marcher de pair avec l'édification du système alternatif qui permettra à l'humanité de s'émanciper. C'est dès aujourd'hui qu'il faut porter remède aux difficultés économiques, culturelles et sociales que subit notre peuple. Cela ne peut se faire sans qu'il ne s'organise particulièrement sur le plan politique. Autrement dit, tous ceux qui aspirent à l'émancipation de notre peuple, à sa souveraineté, doivent commencer par contribuer à son organisation. Et
bout du compte, nous pouvons affirmer que nul ne peut s'autoproclamer porte-parole du peuple dans sa globalité. La seule légitimité dont on peut se prévaloir, c'est celle du groupe particulier qu'on représente. Les responsables religieux ont légitimité pour parler au nom des fidèles. L'élu est légitime pour parler au nom de ceux qui lui ont accordé leur suffrage, que ce soit pour de bonnes ou mauvaises raisons. Quiconque ne peut s'arroger le droit de contester la légitimité des dirigeants de partis politiques ou de syndicats qui s'expriment au nom de leurs adhérents. Cependant, reconnaître la coexistence de ces différentes légitimités qu'on ne peut contester ne peut conduire à accepter leur effet néfaste sur la société quand ils sont nuisibles aux intérêts du peuple. C'est ici que nous posons la nécessité de mener une lutte politique et idéologique ouverte et claire. Si l'on admet la légitimité que chacun a de défendre son propre camp, on doit concevoir aussi que les légitimités des classes sociales opposées sont nécessairement appelées à s'affronter. Ceux qui prétendent que parler de lutte des classes, c'est être nostalgique d'une idéologie surannée, ne cherchent qu'à masquer leur volonté de maintenir la domination de leur classe sur la majorité du peuple. La légitimité des représentants authentiques des masses populaires doit prévaloir sur celle des représentants des classes dominantes, bien sûr pour ceux qui défendent le peuple, et se traduire par le contrôle du pouvoir. Autrement, il serait impossible de penser ou de mettre en œuvre quelque projet que ce soit qui réponde aux besoins du peuple. L'objectif suprême, disons-le clairement, est d'éradiquer le système prédateur qui l'opprime pour construire une société alternative. Le rôle des militants, des responsables de syndicats et autres organisations populaires, et aussi des élus conséquents, parce qu'il y en a, est de relayer la parole du peuple qui doit rester la source de toute légitimité. Celui ou celle qui est en capacité d'assumer ce rôle, c'est celui ou celle qui vit en son sein, qui partage ses joies et ses tristesses, qui est à son écoute, qui cherche à comprendre ses problèmes de la vie courante, que ceci soit d'ordre social, familial, environnemental ou autre, afin de l'accompagner dans la recherche de solutions pérennes et collectivement pensées. Comme même à le dire un de nos militants, l'humilité doit être le carburant de notre pensée. Ce sont précisément de tels comportements qui confèrent une légitimité révolutionnaire aux militants qui choisissent de servir le peuple. C'est en tout cas ce que nous ont enseigné les 52 ans d'histoire de notre mouvement. Après les premières années où nos militants étaient motivés par l'exaltation gauchiste, ils ont su remettre en cause l'intention de parler au nom du peuple et comprendre le sens de la formule du dirigeant de la révolution chinoise, Mao Tse-tung, qui disait « Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole ». Depuis, notre ligne fondamentale nous appelle à contribuer à l'organisation des masses populaires pour faire en sorte qu'elles soient en mesure d'exprimer leur propre volonté et de défendre leurs intérêts réels. Alors voilà donc l'éditorial du journal J-Cambout, numéro 224, journal des comités populaires et du CNCP, et qui appelle à quelques réflexions. Le premier point sur lequel je voudrais attirer l'attention de tous et de chacun, c'est que tout le monde sait qu'il y a exploitation, qu'il y a pillage, qu'il y a injustice et que l'écrasante majorité de la population en est victime.
beaucoup d'articles de mouvements populaires rappellent ce chiffre. 1% de la population mondiale est privilégiée, bénéficie de l'essentiel des richesses du monde. Ce 1%-là contrôle tous les gouvernements des pays libéraux, néolibéraux, impérialistes, et 99% de la population ne peut pas vivre. Nous connaissons les problèmes de malnutrition, de famine, de logement insalubre, etc., de maladies mentales liées au dérèglement du système, même quand on a un certain bien-être matériel, nous connaissons cela. Ça concerne 99% de la population. Et pourtant, le 1% parvient à imposer sa domination au reste du monde. Ils sont à la tête de tous les gouvernements. Dans l'éditorial, on explique comment, derrière le masque d'une fausse démocratie représentative, ils arrivent à cadenasser les institutions. Ils disposent donc des institutions, ils disposent d'armées et d'appareils judiciaires qui imposent leur vision de la société, leurs lois, et qui écrasent toute forme de contestation. Mais ils sont quand même 1%. Qu'est-ce qui explique que malgré les luttes populaires, malgré les révolutions, malgré les grèves, malgré les manifestations de rue, malgré toutes les actions de comités écologistes, de quartiers, il y a des siècles que les luttes se mènent et que l'on ne soit pas parvenu à renverser la dictature de ce 1%. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, la raison fondamentale, c'est que ce 1%-là parvient à aliéner les masses. C'est le problème majeur, c'est l'arme de destruction massive dont ils disposent. Ils arrivent par leur propagande, par leur cinéma, par leur littérature, par le contenu de leurs chansons, par les concours de Miss qu'ils organisent, par les compétitions sportives qui détournent les révoltes populaires à travers des illusions que je pourrais sortir de la pauvreté en devenant le prochain Mbappé. Et puis là, j'aurai de l'argent pour régler ma famille. Je pourrais régler tous mes problèmes en devenant influenceur et en ayant 2 millions de followers et de l'argent venant de tout. Donc, c'est le travail de propagande, la manipulation psychologique qui est l'arme de destruction massive de ce 1%-là, qui contrôle tous les empires médiatiques, toutes les filières culturelles, et qui parvient à aliéner l'écrasante majorité de la population, y compris beaucoup de ceux qui veulent lutter contre le système. C'est ça l'arme de destruction massive. Quand on n'aura pas réalisé cela et retourner l'arme contre eux, ou du moins empêcher les effets de ces armes de destruction en permettant que les populations, les majorités soient désaliénées, conscientes, éclairées et prennent en charge leur destin, on continuera à lutter vainement. Le problème de l'aliénation, je fais une parenthèse, chaque fois que j'emploie ce mot, je répète que aliénation n'est pas synonyme de maladie mentale ou d'imbécilité ou quoi que ce soit. Je répète aussi souvent que dans la langue anglaise, il y a 2 mots très différents qui distinguent l'aliénation, qui est celle dont je vais parler, de ce qu'ils appellent l'insanity, qui est la maladie mentale liée aux déformations de l'esprit. L'aliénation, qu'est-ce que c'est?
l'aliénation, c'est le fait de penser avec les idées des autres. Je l'ai déjà dit, rappelons-le pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça vient du latin, alienus, c'est ce qui est à l'étranger. Donc, l'aliéné dont nous parlons, c'est celui qui peut être intelligent, instruit, bon, mais qui raisonne avec les idées que l'autre ont inculquées par le formatage dans son esprit. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un dépôt, ce n'est pas une condamnation, c'est un fait, c'est une réalité. Et justement, nous voulons insister sur ce fait que cette arme de l'aliénation qui est intégrée à l'esprit des grandes majorités, c'est ce qui permet que nous n'ayons pas encore renversé le système. Alors, au départ, nous le savons tous, l'instruction, les connaissances, la lecture et tout ça ont toujours été concentrés entre les mains des classes dirigeantes. Prenons un exemple typique. Il était interdit d'apprendre à lire aux esclaves. Il y avait des prêtres, des révolutionnaires, entre guillemets, idéologiquement, qui se cachaient pour apprendre à des esclaves à lire. Mais c'était interdit. Parce que, comme disait un gouverneur français, la sûreté des Blancs exige qu'on maintienne les Noirs dans l'ignorance. Mais ce n'est pas valable pour les esclaves seulement, c'est valable pour les paysans français, c'est valable pour toutes les classes dirigeantes dans tous les pays du monde. Celles-ci captaient le savoir scientifique, si on peut dire, les moyens de diffuser la connaissance et empêchaient aux classes dominantes. Ce qui n'empêchait pas que les classes dominantes avaient leur savoir, leur connaissance, puisqu'ils construisaient des cultures, ils répondaient aux problèmes de la vie en matière de santé, en matière de logement, en matière de tout, malgré la misère imposée par les classes dominantes. Mais n'empêche que les connaissances scientifiques, les possibilités de confronter des thèses et théories étaient réservées aux classes dominantes. Donc pendant toute une très longue période, ça a été le cas jusqu'aux révolutions bourgeoises qui ont élargi un peu la sphère des gens qui avaient accès à la connaissance livresque, à l'instruction scientifique centralisée. Ça élargi parce que la bourgeoisie, qui luttait contre la classe aristocratique, avait besoin de gens pour gérer ses comptes, gérer son économie. C'était toujours limité. Parce que regardez à quel moment l'école devient publique et gratuite, c'est bien tard. Et à ce moment-là, le contenu reste un contenu exclusivement dicté, élaboré et dicté par la bourgeoisie, par les classes dominantes. Ce qui veut dire que l'enfant qui rentre dans le circuit, il est formaté. Il apprend dans les livres d'histoire que c'est la France qui a civilisé l'Afrique. Donc, jusqu'aux années 70, même quand il y avait des mouvements d'indépendance ou des mouvements révolutionnaires, l'essentiel des populations qui restent sous domination occidentale voient leur élite formatée, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi. Alors, il y a des élites formatées qui accèdent au bien-être matériel et qui rentrent dans la classe, dans l'aisance de la classe bourgeoise et qui se baignent, qui nagent, qui aiment l'idéologie bourgeoise et qui répercutent cette idéologie-là. C'est d'ailleurs sur ces gens-là que les classes dominantes s'appuient majoritairement pour aller faire le sale boulot. Et en Martinique, on a vu le rôle qu'a pu jouer l'intelligentsia petite bourgeoise dans l'assimilation, etc. En Afrique, on a vu le rôle que les élites ont pu jouer pour maintenir le néocolonialisme. Alors, les choses changent. Quand le système capitaliste occidental est renversé, par exemple, on va en Russie ou en Chine ou ailleurs, où le contenu de l'enseignement change, ce qui ne veut pas
dire qu'il soit le meilleur, parce que en Russie, on passe d'une période où on pense construire le socialisme à une période où on revient vers une forme de capitalisme. Donc le contenu n'est pas le meilleur qui soit. En Chine, il en est de même. On a toute une frange du contenu de l'éducation qui est à vocation socialiste, après la révolution de Mao Tse-tung, mais à partir du moment où Deng Xiaoping revient pour dire enrichissez-vous, etc., le contenu est aussi modifié. L'humanité, c'est ça. Ce sont des étapes. Mais n'empêche que pour l'essentiel des pays sous domination impérialiste occidentale, jusqu'aux périodes les plus récentes, tout le contenu a visé à formater, à détruire ce qui pourrait être une pensée rivale, y compris par des répressions contre les cinéastes, les écrivains, rebelles, etc. Les militants révolutionnaires, je fais une parenthèse, chers auditeurs. Du temps où j'étais étudiant, quand j'ai commencé mes études, demandez ça à tous les étudiants de l'époque. On est dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Quand on allait en France, nos valises étaient fouillées. Et quand on revenait de France, nos valises étaient fouillées et on saisissait à l'aéroport du Lamentin tout livre, tout journal dans lequel il y avait le mot syndicat, le mot politique. On saisissait nos livres. J'ai connu ça. Ceci dit, il y a une révolution technologique qui s'est faite avec l'apparition des réseaux sociaux qui noie l'ennemi dans son propre poison. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais dans les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de résistance qui arrive à démasquer la domination idéologique. Tout ce long développement pour dire que l'arme de destruction massive qui permettait les aliénations est en train d'être enrayée parce qu'on a des contenus panafricanistes, on a des contenus écologistes, on a des contenus anti-impérialistes. Quel plaisir pour nous tous militants d'aller voir ce qui se fait au Mali, au Burkina, au départ concernant le départ de l'armée française au Tchad, au Sénégal. Parce que, eh bien, le bonhomme et l'impérialisme est dévoré par ses propres technologies. Mais ça pose le problème. Qui a le droit de parler au nom du peuple à travers tout ce nouveau bouillonnement qui se fait? Parce que celui qui maîtrise la technologie, les réseaux sociaux, les communications, est capable de faire exactement ce que fait l'impérialiste, le colonialiste, en faisant de belles vidéos, en faisant de la désinformation pour faire passer des idées réactionnaires. Alors, c'est vrai que ceux qui ont une vision différente, révolutionnaire, progressiste, se battent dans l'affaire et cherchent aussi et disposent aussi de gens capables de mener le combat sur ce front-là. Je fais une petite parenthèse. Ce qui a donné aux pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale la meilleure arme pour battre l'impérialisme américain, qu'est-ce que c'est? C'est la décision de Hugo Chavez de dire on fait Télésourd. On fait Télésourd qui est capté dans toute la région et qui donne un langage différent. Et ça a accompagné les luttes anti-impérialistes. Donc, la lutte est en train d'être menée. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est là que j'irai à la conclusion. Ceux qui veulent vraiment éradiquer le système prédateur, vampirique, capitaliste et impérialiste, ceux qui ont cet objectif-là savent qu'il faut parallèlement construire le système alternatif où le peuple va faire entendre sa voix. C'est ce que la fin de l'article de l'éditorial de Chicago dit. Nous, cher Blancpain, on va remplacer un dictateur par
nouveau dictateur, un opportuniste par un nouvel opportuniste, etc. Si au départ, on ne dit pas, nous luttons contre le système dépassé, cela ne peut se faire si en même temps, nous n'organisons pas le peuple pour qu'il dise son mot, pour qu'il ne suive pas des gourous, pour qu'il ne dise pas bon Dieu, voyez tel monde bon nous, etc. Mais qu'il sache que jamais aucune solution à aucun problème de notre pays comme de l'humanité ne sera possible sans que le peuple ne sera pas structuré pour dire qui ça nous dit, qui nous pas fait, qui nous a voyé par les bancs. Tout le reste, c'est de la forfaiture. Tout le reste, c'est de la démagogie politicienne. Ceux qui sont conscients, qui pensent à l'avenir de leurs enfants, de leur peuple, admettront que la première chose à faire, avant d'aller dire, le peuple a dit, nous fait, le peuple, la première chose à faire, c'est de porter sa contribution pour que le peuple s'organise, ait des éléments d'information valables, et c'est là qu'on est important dans notre rôle de soutien, de porter des éléments d'explication, de connaissances fiables, pour que ce peuple-là dise, voilà ce qu'on choisit de faire, voilà comment on choisit de le faire, et à quel moment on choisit de le faire. C'est la tâche de l'heure. Le fanatisme n'amène nulle part. Suivre aveuglément finit toujours par des illusions, et puis après, on rend les autres responsables de « mais c'est pas bon ». C'est soi qui commet l'erreur en ne raisonnant pas, en ne pesant pas le pour et le contre, en répétant de façon fanatique les explications qu'on nous a données et qu'on n'a pas vérifiées. Personne d'autre que le peuple n'est légitime à parler au nom du peuple. Ce que le peuple désigne, mandate pour parler en son nom, pour retransmettre ce qu'il a décidé, celui-là, il est légitime pour parler au nom du peuple, parce qu'il en est l'écho, parce qu'il en est le représentant réel. Donc, je vous invite à vous reporter, vous le trouverez sur Internet en tapant jcamboutv.com, vous aurez le journal, il est d'ailleurs publié dans les centrales syndicales aux États-Unis, etc. En tapant Jcambout numéro 224, vous aurez l'intégrale du journal là. Nous avons présenté l'éditorial. Et il y a d'autres articles qui montrent comment, justement, le peuple est en train de s'organiser de façon souveraine. Et je vous annonce déjà que dans la prochaine émission, nous allons nous arrêter justement sur le point. Nous avons parlé d'aliénation, arme de destruction massive entre les mains des classes dirigeantes. Comment briser les chaînes de l'aliénation? C'est de cela que nous allons parler donc la semaine prochaine. Merci. Et donc, je vous invite, pour ceux qui sont sur les ondes, à poursuivre ce débat en direct en téléphonant au 03 14 03, numéro fixe 0596 03 14 03. Donc, à la suite de cette émission, nous écouterons la synthèse présentée par Thierry Joseph Angélique qui concerne notre pays. Ensuite, nous aurons la partie interactive. Je vous remercie donc de votre attention.